Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien aujourd'hui, c'est avec François Asselin, président de la CPME. Bonjour François Asselin. Bonjour. 11e journée de mobilisation aujourd'hui, ça va vite. Hier, vous étiez à Matignon l'après-midi. Oui. Les syndicats de salariés étaient reçus le matin. Vous êtes passé après cette réunion qui a été avortée. Quelle était l'ambiance ? Alors, la réunion n'a pas été avortée. Pas la vôtre, mais celle d'avant. Oui, elle a eu lieu, mais on savait... Échec, quand même. Oui, écoutez, connaissant les positions des uns et des autres, il ne fallait rien attendre de ces réunions. Faut être clair. En attendant, imaginons que la Première ministre n'ait pas invité les partenaires sociaux. Je pense qu'on lui reprochait de ne jamais avoir ouvert la porte aux partenaires sociaux. Elle l'a fait. On savait que c'est un exercice imposé, je dirais. Voilà, dans le contexte relation gouvernement-partenaires sociaux, c'est un exercice imposé. Il est fait. On connaît le résultat, on le connaissait à l'avance. Maintenant, il va falloir effectivement essayer, j'espère, de panser les plaies, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a finalement deux blocs. Un bloc intersyndical qui reste extrêmement soudé sur ce rejet de la réforme des retraites, surtout de la mesure d'âge. Chacun attend, on est dans un temps suspendu, la décision du Conseil constitutionnel le 14 avril prochain. Eh bien, dans cette période, quand on s'est fâché fort, quand on s'est fâché très fort, eh bien, il faut laisser le temps au temps, faire en sorte de panser les plaies, surtout ne pas rajouter, entre guillemets, de la friture sur la ligne, pour essayer paisiblement de reprendre le fil du dialogue, du contact, parce qu'il y a, à travers cette réforme, énormément de choses à construire entre partenaires sociaux. Oui, mais est-ce que vous y croyez à ça ? En tout cas, avec les acteurs actuels. Vous avez récupéré Elisabeth Borne l'après-midi, après la réunion du matin. Oui. Vous l'avez trouvée comment ? Vous la connaissez bien, écoutez, en plus. Oui, on la connaît bien, oui, effectivement. Mais elle fait le boulot. C'est-à-dire qu'elle a défendu bec et ongle la réforme, on peut dire sa réforme aujourd'hui. Elle s'est battue avec beaucoup de courage et d'abnégation, je trouve, vers les partenaires sociaux, vers les syndicats de salariés. Elle s'est beaucoup battue au Parlement pour arriver à trouver une majorité qu'elle n'a jamais trouvée. Elle a décidé, avec le président de la République, d'appliquer le 49.3. Et là, on connaît depuis un petit peu le feu d'artifice dans lequel nous sommes. Il faudra bien un moment ou un autre atterrir, parce que de toute façon, sur le fond, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on a un régime par répartition qu'il faut équilibrer à terme. On a un pays qui souffre de ne pas travailler assez. On a des Français qui sont dans des métiers physiquement exposés. C'est un sujet sur lequel il faut travailler, et la réforme nous permet d'y travailler. On a gardé le dispositif des carrières longues. C'est quand même une bonne nouvelle pour beaucoup de Français qui ont commencé à travailler jeunes. Savez-vous, par exemple, qu'avant cette réforme, il y a des Français qui vont travailler 44, 45 ans. Après la réforme, c'est cranté à 43 ans. Écoutez, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui commencent en apprentissage de leur carrière professionnelle. Sur l'usure professionnelle, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme dispositif quand on est au bout du rouleau physiquement ? Eh bien, il n'y a pas grand-chose, il n'y a même quasiment rien. C'est souvent 1 an, 2 ans, 3 ans d'arrêt de travail. Une négociation pas très sympathique entre la médecine du travail, l'employeur et le salarié, pour terminer en inaptitude. Vous ne croyez pas qu'on pourrait mieux faire ? D'accord, on peut refaire le débat sur la réforme des retraites et la redéfendre. Mais ça, c'est l'après-réforme. Oui, mais on n'y arrive pas, puisque tant qu'on n'a pas discuté ou retiré sur les 64 ans, il ne se passe rien. Comment on sort concrètement de ça ? Eh bien, comme je vous le dis, il faut laisser un petit peu de temps au temps. Donc une pause aussi ? La pause, non, c'est-à-dire pas une pause sur la réforme. Vous allez avoir maintenant l'analyse juridique de cette réforme qui va être faite à travers le Conseil constitutionnel. Ce qui sortira du Conseil constitutionnel, je ne pense pas qu'il balaye d'un revers de la main cette réforme et qu'il demande, entre guillemets, à relégiférer. Il va certainement sortir quelques éléments de cette réforme qui n'ont rien à faire dans le véhicule législatif. Voilà, l'index senior, par exemple. Et là, bien évidemment, ça reviendra dans le champ des partenaires sociaux si on veut négocier autour de l'emploi des seniors, par exemple. Ouais. Nous y sommes prêts à la CPME. Mais voilà, il faut laisser tout simplement ce temps nécessaire pour faire en sorte que chacun puisse retrouver un petit peu, se redorer la face, retrouver un petit peu d'énergie pour repartir sur des choses concrètes. Bon, on va se parler franchement. Repartir, ça voudra dire un changement de gouvernement, peut-être de la tête du gouvernement, en tout cas de plusieurs ministres. Ça va peut-être un peu apaiser les choses, en tout cas permettre de repartir sur d'autres bases de dialogue, peut-être pas sur les retraites, mais sur autre chose. C'est quoi, selon vous, les dossiers
prioritaire d'un futur gouvernement, les dossiers sociaux et économiques? Alors, moi, écoutez, vous savez, cette réforme des retraites, ça fait beaucoup d'ébullition dans le pays. Hein. Quand on regarde ce qu'il y a autour de nous et les choses qui sont en train de se mettre en place, j'aime mieux vous dire que pour moi, cette réforme, c'est une réformette par rapport à ce que nous devons faire. Hein. Quand vous regardez, par exemple, les enjeux à travers l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, hein, nous avons un plan d'industrie verte. On n'est pas bien du tout. Hein. L'attraction qu'il y a à travers ce que font les États-Unis pour tout le secteur industriel européen est énorme. Ouais. Alors, bien évidemment, la petite PME que je suis, qui est dans le fin fond de la France, n'est pas directement impactée par cela. Mais ça va rapidement arriver. Quand vous pensez que Volkswagen, quand vous pensez que Lindl, qui est un géant de la chimie en Allemagne, Eni, Tesla en Europe, sont en train de réorienter leurs investissements vers les États-Unis. Ce plan est sur 10 ans. Il peut subventionner jusqu'à 40% des investissements sur 10 ans. Mais c'est considérable. Avec, en prime, la relocalisation de votre production sur le territoire États-Unis. C'est-à-dire que quand vous êtes consommateur américain, eh bien, vous aurez une aide à la consommation si le véhicule, par exemple, si c'est la voiture, est fabriqué aux États-Unis et non pas en Europe. Donc, tout cela fait que pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce qui se passe ? Pendant ce temps-là, on produit de la norme. Il y a le CSRD qui va arriver, donc la cotation extra-financière des entreprises, 84 indicateurs, plus de 1000 data points qui vont s'appliquer à partir du 1er janvier 2024 sur les entreprises de 250 salariés. C'est pas une grosse entreprise. Et par capillarité, ça va aller sur les plus petites entreprises. C'est une monstruosité administrative. Alors tout ça est pavé de bonnes intentions, bien évidemment, il faut décarboner notre économie. Mais pendant ce temps-là, je peux vous dire que ce qui se passe autour de nous va nous assécher. Donc là, il faut se ressaisir. Vous parlez de la capacité d'adaptation des PME, notamment justement sur la réforme des retraites. Il doit y avoir potentiellement un changement en septembre, en octobre, pour des gens qui devaient partir, qui devaient partir à la retraite et qui vont continuer de travailler. Comment vous le gérez en interne ? Vous dites à ces gens, attendez, moi aussi j'attends le Conseil constitutionnel pour vous dire ce que vous allez faire à la rentrée. Il y a un sujet RH compliqué là. Alors le sujet RH a tout le temps été compliqué, hein, c'est parce que quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, voilà. Hein, et donc les hommes dans l'entreprise, il faut s'en occuper, il faut bien s'en occuper. Autour de cette question de la réforme des retraites. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est finalement le niveau de désinformation collective. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde pense que c'est terrible, etc., ce qui va leur arriver. Quand vous regardez dans les entreprises, moi j'ai une entreprise où j'ai beaucoup de collaborateurs qui ont commencé en apprentissage. Eh bien, pour certains d'entre eux, c'est mieux après qu'avant. Voilà. Et ils n'y croient pas. Parce qu'ils vont partir au bout de 43 ans, ils vont pas attendre 44 ou 45 ans. Voilà. Et ils n'y croient pas, parce que, si vous voulez, aujourd'hui, il s'est tellement dit de choses sur cette réforme, et tellement de choses très radicales. Souvenez-vous, certains ont dit que cette réforme est violente, elle est injuste, elle va s'adresser à ceux, justement, qui ont des métiers pénibles. Mais absolument pas. C'est tout l'inverse. Il y a des mesures d'accompagnement social qui sont puissantes. Et là encore, c'est aux partenaires sociaux de reprendre la main là-dessus, pour faire en sorte, effectivement, qu'on ait une réponse concrète pour ces salariés concernés par la réforme des retraites. Alors bien évidemment, si vous commencez à travailler après plus de 20 ans, après 21 ans... Ils ne savent pas ce qui va leur arriver à l'automne, quoi. Non, mais alors ça sera progressif, hein, parce que l'accélération Touraine, quand même, c'est sur 3 ou 4 ans, donc ça sera progressif. Mais effectivement, c'est une angoisse. Le texte partage de la valeur qui va être... qui va entamer son processus de validation législatif après l'accord qui était trouvé entre les partenaires sociaux. Là encore, vous en attendez quoi ? Est-ce qu'il y a des risques d'amendements qui pourraient compliquer les choses ? Alors c'est une chose que nous avons partagée hier avec Elisabeth Borne, et puis il y avait Olivier Dussopt qui était là aussi, à Matignon. Donc l'engagement, en tout cas, du gouvernement, c'est de faire en sorte... Pas d'amendement. Qu'il n'y ait pas d'amendement. Voilà. Aucun amendement sur l'accord. Alors, il pourrait, je parle au conditionnel, parce qu'après vous avez le gouvernement et vous avez la majorité, même si elle est relative, c'est une majorité, qui est la tentation de légiférer sur l'accélération du calendrier de la mise en place, en fait, des mesures que nous avons signées dans cet accord national interprofessionnel. En clair, il est prévu qu'à partir de 2025, eh bien, ça s'applique dans les entreprises, dans les PME, hein, de 11 à 50 salariés. À savoir que, je rappelle, intéressant. Voilà. C'est-à-dire que si vous faites 3 ans consécutifs, plus de 1% de résultats, vous devez choisir dans la liste des moyens de redistributif collectif un des outils. Voilà. Hein. Prime Macron, intéressant. Voilà. Il est possible que le législateur, la majorité, ait la tentation d'avancer cela, on va dire, au dernier trimestre 2024. C'est possible, ça
Oui, ça va poser quelques petits problèmes techniques parce que concrètement, une entreprise qui clôt ses comptes en milieu d'année, est-ce qu'elle aura le temps, entre guillemets, entre la clôture des comptes et la mise en place de cette mesure, de réunir ses représentants du personnel pour mettre en place une mesure d'intéressement. Voilà, mais oui, ça peut être jouable. Cet accord sur la valeur ajoutée, il est montré un peu en exemple comme un dialogue social qui fonctionne. Il a mis 7 mois à émerger. Geoffroy Roux de Bézieux a dit, le patron du MEDEF sur notre antenne, il y a 2 jours. Voilà, il faut s'appuyer là-dessus parce que la méthode, là, elle fonctionne. Mais ça veut dire qu'il faut arrêter de nous donner des lettres de cadrage en disant, je vous laisse 3 semaines pour vous mettre d'accord. Vous partagez ce point de vue ? Oui, vous savez, déjà, vous regardez quand on fait des négociations avec les partenaires sociaux, que ce soit au niveau d'une branche professionnelle ou au niveau interpro, c'est tout bête, mais ne serait-ce le fait que de trouver une date, on prend déjà des semaines. Hein, et puis ensuite, vous avez le cycle de la négociation. Hein. Alors c'est vrai qu'il faut du temps, hein, sachant que, vous savez, si on a mis 7 mois sur le partage de la valeur, après ça va concerner toutes les entreprises pendant des années. Hein. Donc il faut effectivement laisser du temps à la négociation. Mais quand même, il faut savoir être efficace. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut effectivement être cadré dans un calendrier pour pouvoir être efficace, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Si on avait demandé, par exemple, au moment de l'arrivée d'Emmanuel Macron dans son premier mandat, de laisser aux partenaires sociaux le choix de faire les ordonnances travail, on en discuterait encore, voyez-vous. Donc il y a un moment, effectivement, il faut être efficace quand l'intérêt du pays le demande. Merci François Asselin, président de la CPME, d'avoir été avec nous dans le grand entretien.